chef-d'œuvre, là. C'est un spectacle incontournable. I think it's the best movie of the year. This is the best movie I've ever seen in my life. It was the best movie I've ever seen. It's a masterpiece, I say. You can watch this movie 100 times, it still gets to me. They are a gift from God! We have to see this movie, dude. Il faut absolument que tu le vois, ce film. C'est très bien, ce film. Maman, je crois que j'ai joui. Mais c'est normal, ma chérie. Le film est formidable. You have to see this movie. Right fucking now! Bonjour et bienvenue dans nos pastilles de l'été spéciales, nos incontournables. Cathy et moi-même, tout au long de l'année, on essaie de vous faire découvrir des films pas très célèbres, mais qui valent le coup pour que vous ne soyez jamais en panne d'idées. Ça, c'est très gentil. Mais on a aussi nos gros chouchous, des films qui pour nous se doivent impérativement d'être vus. En tout cas, c'est obligatoire, c'est la loi. C'est pourquoi vous allez probablement retrouver dans nos 6 numéros sur le thème des bobines que beaucoup d'entre vous auront déjà vues, et plus d'une fois. Mais il y a des gens qui vivent dans des grottes. Puis je vois parmi vous, là, des jeunes cons. Bah oui, des jeunes aussi, hein. C'est ceux qui pensent que tout ce qui est près de 1000, c'est trop vieux. Eh bien non. Ou qui pensent que ce qui n'est pas doté d'un budget de 300 patates, ça vaut pas le coup. It's a scandal! On se lance donc dans ces pastilles estivales en espérant motiver les retardataires. C'est un programme court, hein, déjà parce que c'est du boulot, et surtout parce que certains de nos choix ont déjà été chroniqués par d'autres. It was fucking better than us. On va donc essayer de vous parler de l'essentiel sans vous rabâcher des choses que vous savez déjà. Il y en aura quand même. Entre nous, cet été, j'ai besoin de m'entraîner à faire un truc et c'est hyper chronophage. Ouais, trêve de plaisanterie. Mon film numéro 1 du genre, c'est Vorace / Ravenous. Ceux qui me connaissent le savent, et j'en ai fait une chronique complète jadis. Et pour ceux qui se demandent ce que sont que ces images de merde qui défilent, c'est parce que j'ai décidé pendant mes intros de vous passer l'extrême inverse du film dont je vais vous parler. Son homologue moisi, quoi. Et aujourd'hui, c'est La mort au large, un rip-off. Regardez comme ils s'amusent. Mais évidemment, après Vorace, hiérarchiquement, j'en ai d'autres des films de genre préférés. Et parmi eux, le magnifique Les Dents de la Mer, du boss, Mr. Steven Spielberg. Merci, patron. Merci, patron. Stevie, 27 ans au début du tournage. Ce type est un génie. Il nous a fait un chef-d'œuvre. Parmi tant d'autres. Et par la même occasion, le film de requin ultime. Le truc à 50 piges et personne n'a jamais fait mieux. Il y en a des biens, hein, des shark movies. Hein. Des fun, des tendus. Mais Jaws, qui veut dire mâchoire en anglais, c'est la médaille d'or. Le plus beau fleuron du genre. Le pitch. À Amity Beach, ça rime, une station balnéaire de la côte est des States, un grand requin blanc aux mensurations impressionnantes. Ça, c'est un 6 mètres. 7 mètres qui fait. 3 tonnes bien pesées. Ce gros poisson, donc, ne trouve rien de mieux que de faire de la plage du coin sa cantine personnelle. Le carcharodon carcarias, il préfère les humains aux oiseaux. Entre l'aile ou la cuisse, il a choisi. Ça sera la cuisse. Martin Brody, le shérif du bled, panique un peu après la découverte d'un corps de jeune femme déchiquetée. Il décide de prendre les précautions nécessaires en fermant les plages. Mais tu crois que ça me fait plaisir, en fait, de prendre une décision pareille? Seulement voilà, Amity Beach, c'est une ville touristique qui fait son beurre l'été, et provoquer la panique pourrait ruiner la ville. Du coup, le maire et ses conseillers ne sont pas joasses à l'idée de faire peur aux touristes. Donc, ils mettent un peu des bâtons dans les roues de Brody en usant de leur pouvoir et en tentant le diable en encourageant les autochtones à se baigner malgré tout. L'argent, toujours l'argent, vous savez. Résultat des courses, un gamin se fait bouffer dans un geyser de sang. La mère du défunt est super vénère et colle une grosse baffe au shérif, le juge en responsable de la mort de son gosse. Pour obtenir la baffe suprême, Roy Scheider, il en a pris 17 des torgnoles. Ça pique, hein? Brody décide donc de faire venir un spécialiste des requins, Matt Hopper, et engage un vieux pêcheur psychopathe, Quint, afin de traquer la bête au large et s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Tout dans ce film est réussi. Tout est culte, tout est grandiose. Le thème musical est connu de tout le monde. John Williams, avec 2 notes, il arrive à nous foutre une pétoche de tous les diables.
La réalisation de Spielberg est superbement intelligente, sachant que le requin mécanique, qui vaut 100 fois les CGI d'aujourd'hui, était en rate tout le temps. Spielberg a donc limité ses apparitions au minimum en jouant sur le suspense et la seule présence d'un aileron pendant les 3/4 du film. Et le requin mécanique a été surnommé Bruce pour sa puissance et son charisme. Normal. L'intro du film est hallucinante. On voit rien du requin et pourtant l'attaque sur la baigneuse est un pur moment d'angoisse. La mort du môme que je vous ai montré tout à l'heure, elle est quand même assez couillue et gore pour l'époque, faut bien le dire. Mais bon, fallait pas nager parmi les requins aussi. Complètement crétin ce gamin. La traque du requin, dont on devine la présence grâce à des barils flottants, est une idée de génie. Les acteurs sont à fond et le récit, bien que simple, tient en haleine du début à la fin. Ça me met une claque, littéralement. Le récit de Quint, après un concours de beat avec Hopper, sur l'accident, bien réel celui-ci, de l'USS Indianapolis, est ancré dans les mémoires. Ah, ça marque son homme. Ça aurait été une bonne idée d'en faire un film entier sur le sujet, mais qui oserait se lancer là-dedans? Hey, wait a minute! Well, there is one, Your Honor. Nicolas Cage! Eh oui, parfaitement, Nicolas Cage l'a fait, dans USS Indianapolis, de Mario Van Peebles. Les Dents de la Mer est tiré d'un roman de Peter Benchley, qui a coécrit le scénario en se débarrassant du superflu. Et par exemple, Matt Hopper, dans le livre, il baise la femme de Brody. Et oui, spécialiste en requins, mais aussi en crustacés, le Hopper. Martin Brody est interprété par Roy Scheider, flic dans French Connection et routier dans Sorcerer, sorte de remake du Salaire de la Peur. Les deux sont réalisés par William Friedkin, metteur en scène culte de L'Exorciste. Monsieur, c'était un artiste. On a aussi Richard Dreyfuss, en Matt Hopper, qui tournera plus d'une fois pour Spielberg, avec Rencontre du troisième type et Always. Il est le héros d'un de mes films doudou, le mignon Professeur Hollande, que Cathy a été forcée de chroniquer. C'est dur pour elle quand même. Pour l'anecdote, Dreyfus incarne un personnage sapé comme Hopper et s'appelle également Matt dans le Piranha 3D d'Alexandre Aja. Mais cette fois, il ne remontera pas à la surface. What you saw was special effects. You know, the fans just think the CGI is awful. Ah, c'est sûr que dans le film d'Aja, c'est pas ce qu'a le mieux vieilli. Puis on a Robert Shaw, un vieux briscard décédé en 78. L'arnaque, la bataille des Ardennes, Bon baiser de Russie, Les pirates du métro, remaké par Tony Scott, avec Denzel et Travolta. Le Pirate des Caraïbes, absolument pas remaké par Gore Verbinski. Et Les Grands Fonds, que m'a offert mon ami Plisken, tiré une fois de plus d'un roman de Peter Benchley, et remaké par John Stockwell avec Paul Walker sous le titre Bleu d'enfer, l'aventure la plus chaude de l'été, nous dit la jaquette. Il est à signaler que ce film est considéré comme le premier blockbuster d'été 2 ans avant Star Wars, et qu'il a créé une aquaphobie mondiale dans la foulée. Plus personne ne voulait se baigner. La reconnaissance ultime, le traumatisme de masse. Thank you, Steven. Il existe 3 suites officielles. Les Dents de la Mer, 2e partie. Oui, en France, on a été obligé de l'appeler comme ça, sinon ça faisait Les Dents de la Mer 2. Il est plutôt pas mal et il garde la même équipe technique, ainsi que Roy Scheider, donc il y a une vraie continuité visuelle. Après, ça se gâte, avec le très brillant Dents de la Mer 3, qui se passe dans un parc aquatique, et c'est avec Dennis Quaid, qui incarne Michael, le fils aîné de Martin Brody. Il y a aussi Sean, le petit frère Brody, traumatisé dans le 2. Alors, ça a été pensé pour la 3D, alors forcément les effets ont pris un bon vieux coup de pelle.
Le pire, c'est que ça rend pas mieux avec les lunettes rouges et vertes. Hein. C'est dégueulasse. Cela dit, il y a des répliques cool. Quand j'étais gamin, j'adorais cette scène à triple révélation. C'était l'époque où les doublages avaient du panache. C'était un requin. C'était un requin. Puisque la morsure atteint presque 1 mètre de large. Ne dites pas de sottises. Ça voudrait dire un requin d'à peu près 9 mètres de longueur. Ce que vous dites est exact. Notre requin avait encore toutes ses dents. Oui. Ça signifie que c'était un bébé. Notre requin n'aurait pas pu tuer Overman. C'est sa mère qui l'a tué. Écoutez ce qu'elle vous dit. Bien sûr, j'écoute. Si réellement ce petit requin que sa mère a mis au monde loin au large est entré par la porte, c'est parce que vous l'aviez laissé ouverte, Brody. Non. Overman a été tué à l'intérieur du parc. On a pris le bébé requin à l'intérieur du parc. Sa maman est à l'intérieur de votre parc. Regardez! Dans le 3, il y a quand même une mort géniale où tout réside dans les bruitages. Des craquements d'os et de chair associés à la victime qui souffre comme un bonhomme, c'est du caviar. D'habitude, les gens qui meurent sous l'eau, ils crient avec une voix aiguë et il y a tout un tas de bulles qui sortent de leur bouche. Ce gars-là, on dirait qu'il se tape sur le pouce avec un marteau 3 fois de suite. Scratch. Alors rappelez-vous comment on encaisse une douleur la prochaine fois que vous cognerez de petit orteil dans le pied du lit. Alors je parle pour vous, hein, parce que moi je suis une doudouille, c'est trop tard pour devenir un homme. Et vous les jeunes, il n'est pas trop tard. Alors après cet épisode 3 très imparfait, quelqu'un a lancé un Dents de la Mer 4. Pour ce coup-là, c'est vraiment les dents de la merde. Gros navet tout pourri, avec une idée de scénario, mais d'une débilité. C'est-à-dire? Eh bien, jugez plutôt. De toute façon, c'est écrit sur la jaquette, hein, la revanche. This time, it's personal. Sean, le petit frère, est devenu shérif d'Amity, et il meurt dans les 10 premières minutes, attaqué par un grand blanc. La mère est traumatisée, et s'en va donc passer son deuil auprès de son fils aîné Michael dans les Caraïbes. Mais elle est persuadée que le requin vise personnellement sa famille. Elle est folle, la vieille. Évidemment, tout le monde se fout de sa gueule. Enfin, surtout nous, spectateurs, quoi. Sauf que, gros twist, il s'avère que c'est vrai. Le requin la suit jusque là-bas. Tes conneries, t'es vraiment trop con. Ah, je vous jure que c'est vrai, hein. Il y a 2000 bornes, mais le requin, il va la traquer sur place. Qu'est-ce qu'il fout chez la vieille? Bah, apparemment, ce serait un descendant des autres requins des autres films qui veut se venger. C'est possible, hein, après tout, hein. Ils sont allés jusqu'à faire pousser des hurlements de requins, quand même, dans celui-là, hein. Alors, il y a Michael Caine, qui a dû virer son agent depuis, qui joue là-dedans, et il nous a gratifié d'une magnifique punchline lorsqu'un journaliste taquin lui a demandé « Mike, ton film, là, il serait pas un peu tout pourri ?» Et Caine de lui répondre « Je sais pas, je l'ai pas vu, mais ce que j'ai vu, c'est la baraque que je me suis payée avec mon salaire, et elle est loin d'être pourrie. » Donc les enfants, hein, déconnez pas, hein. Si vous avez jamais vu Les Dents de la Mer, faites-le. C'est un des meilleurs films d'horreur au monde. Voilà, j'en ai terminé, et je me rends compte que finalement, j'ai pas fait si court que ça, mais je pense que ce sera le cas pour les prochaines. Donc, on se voit la semaine prochaine avec encore un chef-d'œuvre. Coucou les assoiffés de sang fictif, bienvenue dans notre première pastille de l'été consacrée aux films que, selon nous, vous devez absolument avoir vu au moins une fois avant de mourir. Sinon, T'as raté ta vie. Et je vais commencer avec un gros classique des années 80, Robocop. 50% homme, 50% machine, 100% flic. Il a été réalisé par Paul Verhoeven,
créateur de plein d'autres bobines géniales à voir absolument. Total Recall, Basic Instinct, Starship Troopers, Hollow Man, mais aussi Showgirls et Elle valent le coup d'œil. Robocop est un film important pour Verhoeven, car sa première réalisation américaine, le Grand Est quoi, et il reste pour lui son movie le plus abouti. Robocop se déroule dans un futur dystopique dans la ville de Détroit où, en gros, règne la corruption et les punks à chiens. En plus, les services publics ne le sont plus, les riches se gavent et les pauvres crèvent, se font crever ou se suicident à petit feu avec la drogue. En bref, c'est... La Hesse, vous connaissez la Hesse? La police fait ce qu'elle peut pour gérer ce sentiment d'insécurité, à l'image d'Alex Murphy et sa partenaire Anne Lewis, deux flics dévoués mais un peu trop zélés. En effet, ils décident de poursuivre un gang super dangereux jusque dans leur cachette et le piège se referme sur eux. Plus spécifiquement sur Murphy qui se fait couper les membres de manière pas conforme avant le coup fatal. Le tout sous les yeux de sa partenaire, bien impuissante, car si elle se fait capter, il n'y aura pas de galanterie qui tienne. En parallèle, le conglomérat OCP, spécialisé dans l'armement, les prothèses et les robots, vient d'accepter le projet Robocop, un robot flic fabriqué à partir de restes humains maintenus en vie. Ouais, là je simplifie à mort, pas besoin d'être technique. La société bossait déjà sur un concept de flic fonctionnel H24, 7 jours sur 7, mais ça décollait pas. Tous les essais étaient un fiasco, c'était bugué de partout, ça puait la défaite. Pour Bob Morton, papa du projet Robocop, le secret est simple. Faut prendre un mec équilibré, un citoyen modèle, un gars sans soucis psychologiques. La mort d'Alex Murphy est donc une aubaine, on va servir des pièces détachées pour en faire un flic invincible, programmé pour nettoyer la ville de ses criminels. Et ça marche! Your move, creep. Mais les choses sont plus tordues qu'elles n'y paraissent, et ça, je vous laisse le découvrir tout seul. Robocop est un bon gros actionneur qui n'a pas peur de faire trempette dans le gore de temps à autre. C'est d'ailleurs drôle de se dire que c'est pour les plus de 16 ans, mais qui se sont quand même débrouillés pour sortir des jouets Robocop. Pour ses 4 ans, mon frangin en avait reçu un qui parlait. Bon, évidemment qu'il avait vu Robocop, puisque je vous avais expliqué l'été dernier que j'ai initié mes frères à l'horreur tout jeune. Robocop, c'est l'application de la justice sans délai ni pitié, comme Judge Dredd. Simple mais efficace. Ce qui bien sûr fait tiquer beaucoup de monde. Bon, c'est clair que Verhoeven il se veut satirique, et en tant qu'étranger, critique envers la société américaine. Et il refera parler de lui de la même manière, avec son Starship Trooper auquel la critique prête des allures néo-nazis. Tout un programme. Et puis Robocop a le don d'être attachant et pose une autre question plus que jamais d'actualité en ce 21e siècle que nous vivons. Une machine peut-elle être capable d'émotions, de souvenirs? Pourrait-on en faire une amie? C'est la question que se posera sans cesse l'entourage de Robocop, dont les quelques restes organiques d'Alex provoquent en lui des souvenirs familiaux qui le troublent, et un attachement réciproque envers Lewis, qui est d'ailleurs la seule à l'appeler Murphy. Robocop, c'est une des plus grandes réussites du genre des années 80. Ça envoie le bois, c'est jouissif, intelligent et servi par un joli casting principal. Peter Weller, que j'ai aussi vu dans Léviathan, Le Festin nu, ainsi que la saison 5 de Dexter. J'ai aussi appris qu'il était prof d'histoire dans une université. Et franchement, ça claquerait trop de dire « Ouais, mon prof, c'est Robocop ». Et sa partenaire est interprétée par Nancy Allen, égérie de Brian De Palma, puisqu'elle a joué dans 4 de ses films, dont Carrie. Enfin, le big boss de l'OCP, dit The Old Man, c'est Ronny Cox, que Verhoeven choisira 3 ans plus tard pour jouer un autre big boss, cette fois-ci dans Total Recall. Robocop connaîtra 2 suites, le 2 plus rigolard, mais le 3 c'est poubelle. Ils ont aussi fait une série, mais bon, bof... C'est du tout public avec des acteurs de seconde zone. Et sacrilège absolu, ils ont osé un remake. Oui, je le jette parce que ça, c'est honteux, ça. C'est de la merde, j'insiste bien là-dessus. En revanche, en 2003 est sorti sur toutes les plateformes de jeux Rock City et là. I'd buy that for $1. Enfin, un jeu qui respecte les fans et la franchise. C'est tout comme dans le film, avec les vrais bruitages, même celui des patounes de Robocop. Bon, avec des oreillettes ou un casque, à un moment ça peut faire mal au crâne, c'est... Tout y est. Les décors, l'ambiance, les zics, jusqu'à la voix et le visuel de Peter Weller. Et bien sûr, l'extrême violence du gameplay. Ouh, on peut collectionner des puces et se programmer un flingue avec des munitions infinies par exemple. Et même si c'est pas du open world, on peut patrouiller en ville, faire des petites missions sympas. Et nos décisions ont des influences sur l'histoire, la personnalité de Robocop et la façon dont le public le voit. Et vous voulez une autre bonne nouvelle ?
ils ont développé une suite, Unfinished Business, qui sortira le 17 juillet. Bien évidemment, c'est précommandé depuis perpète. Bah ouais, logique. Et voilà mes assoiffés, si vous n'avez pas encore vu Robocop, n'attendez plus. Et si c'est déjà fait, j'attends de découvrir votre avis dans les commentaires. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous samedi prochain pour la deuxième pastille de l'été. Le bisou!